Quand le service de contrôle animalier arriva, ils le trouvèrent couché près de la chaise vide de Derek. La chaîne avait creusé profondément dans son cou. Mais il ne bougea pas. Il ne se débattit pas lorsqu'ils le soulevèrent dans le fourgon. Il regarda simplement par la fenêtre, tandis que la seule vie qu'il avait jamais connue disparaissait derrière lui. Au refuge, les gens venaient et repartaient. Certains sursautaient quand il grondait doucement. D'autres riaient et le traitaient de laid. Les semaines passèrent. Il cessa de manger. Les bénévoles pensaient qu'il avait renoncé. Mais une femme, Maya, une travailleuse du refuge, s'asseyait devant sa cage chaque soir. Elle ne parlait pas beaucoup. Elle fredonnait simplement sous sa respiration. Toujours la même mélodie. Un soir, elle glissa sa main à travers les barreaux et murmura « Tu n'es pas mauvais, mon garçon. Tu as juste trop perdu. » Il fallut 2 mois avant que Bruno ne laisse quiconque le toucher. Même alors il tremblait. Maya l'emmena chez elle quand même. Elle vivait seule dans une petite maison près d'un quartier tranquille. « Tu as besoin de paix » chuchota-t-elle en brossant sa fourrure. « Et moi aussi. » Au début, il resta caché. Chaque bruit soudain le faisait tressaillir. Le reflet des phares de voiture l'envoyait se réfugier sous le lit, tremblant, les yeux écarquillés. Mais lentement, quelque chose en lui commença à changer. Les promenades matinales devinrent plus faciles. Il commença à dormir près de ses pieds. Parfois, quand elle ouvrait la fenêtre, il levait la tête vers la rue comme s'il respirait quelque chose de familier, essence, asphalte, traces faibles de fantômes. Un après-midi, Maya l'emmena se promener dans le parc près de leur maison. Le même parc où la voiture de Derek avait foncé cette nuit-là. Bruno se figea à mi-chemin, reniflant l'air. Il connaissait cet endroit. Le parfum métallique des traces de pneus anciennes, l'écho de la panique, tout revint comme une vague. Il gémit, puis se détourna, la queue basse, traînant ses pattes. Maya s'agenouilla à côté de lui. « Tu es en sécurité maintenant, dit-elle doucement. » Mais il ne croyait pas encore. Les mois passèrent. Maya pensait à déménager. Bruno allait mieux, mais n'était jamais entier. Il observait les enfants de loin, les oreilles frémissantes lorsqu'un enfant riait. Mais quand un enfant pleurait, il faisait les 100 pas, sans repos, geignant. Il y avait quelque chose dans ce son, un souvenir qu'il ne pouvait placer. Un soir pluvieux, on offrit à Maya un nouveau travail dans une autre ville. Elle hésita. « Tu aimeras là-bas » dit-elle à Bruno en emballant des cartons. « Plus d'espace, moins de bruit ?» Mais quand elle baissa les yeux, il ne la regardait pas. Ses yeux étaient fixés sur la fenêtre, vers le lampadaire de l'autre côté de la rue. Le parfum faible de détergent, de savon et quelque chose d'autre dériva à l'intérieur. Le même parfum qui avait imprégné l'homme mort cette nuit-là. Cet homme s'appelait Benjamin Mercier. Bruno ne connaissait pas son nom, seulement son odeur, l'homme qui était mort là-bas après l'accident. Et quand ce parfum revint des mois plus tard, doux, familier, faiblement mêlé de savon et de tristesse, Bruno se leva. Il gratta à la porte. Maya fronça les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a, Bruno ?» Mais il gémit simplement plus fort, désespéré. De l'autre côté de la rue, derrière une petite clôture, une femme déballait des courses, pendant qu'un bambin s'accrochait à sa jambe. Le petit garçon avait des cheveux blonds et une balle en caoutchouc bleu pressée contre sa poitrine. Les oreilles de Bruno se dressèrent. Sa queue donna un battement incertain. Il ne savait pas pourquoi, mais quelque chose en lui murmurait que ce garçon comptait, que l'histoire n'était pas terminée. Et pour la première fois en années, Bruno aboya, non pas par peur, non pas par colère, mais par reconnaissance, comme s'il appelait quelque chose qu'il avait perdu il y a longtemps. Le lendemain matin se leva, lumineux et ordinaire. Laura était dans la cuisine, à moitié réveillée, versant du lait dans la tasse d'Élie. Le garçon était assis près de la porte, serrant sa balle bleue, comme toujours. Il ne parlait pas beaucoup, fredonnait simplement doucement, la même note encore et encore, comme un souvenir cherchant ses mots. Dehors, Bruno était assis près de la clôture à nouveau. Il n'avait pas bougé depuis le lever du soleil.
Maya était partie travailler, lui faisant confiance pour se reposer, mais quelque chose en lui refusait. Ses yeux étaient fixés sur cette maison de l'autre côté de la rue, celle où vivait le garçon. Le parfum faible qu'il avait hanté la nuit dernière était de retour, flottant dans l'air matinal. Il se leva lentement, le collier rose bruissant. À l'intérieur, Laura se retourna pour accrocher ses clés. Elle ne remarqua pas que le portail s'était légèrement ouvert. Un camion de livraison qui passait l'avait entr'ouvert. Le vent porta le son d'un appel d'oiseau, aigu, perçant, et Élie, curieux, leva les yeux. La balle roula de ses mains, rebondit une fois, 2 fois, et glissa à travers le portail ouvert. Il la suivit. De l'autre côté de la rue. Bruno leva la tête. Les petites chaussures du garçon faisaient des bruits sourds sur le trottoir. Pendant une seconde, Bruno se figea, déchiré entre instinct et souvenir. Puis il vit la balle atterrir juste près de sa patte. Le garçon s'approcha en trottinant, s'accroupissant, souriant, sans peur. « Toutou !» chuchota Élie, son premier mot en moi. Le monde devint silencieux. Une voiture tourna au coin, ralentissant lorsque le conducteur vit la scène. Un bambin se penchant vers un bulldog connu pour ses cicatrices. Les rideaux frémirent dans les maisons voisines. Quelqu'un cria depuis un porche « Éloignez l'enfant de ce chien !» Le cœur de Laura bondit quand elle se retourna et vit la chaise vide, le portail ouvert, le jouet disparu. Elle courut, criant « Élie !» Mais au moment où ses pieds touchèrent le trottoir, c'était trop tard. Élie s'était déjà accroupie, pressant son front contre le museau de Bruno. Ses minuscules doigts s'enroulaient autour du collier rose. Le corps de Bruno se raidit. Chaque nerf criait danger, non pas à cause du garçon, mais à cause des fantômes qui griffaient à l'intérieur de sa tête. Il vit des éclairs, phares, cris, sang sur le trottoir. L'homme qui l'avait touché doucement avant que le monde ne brûle. Il pouvait sentir ce même détergent, le même parfum sur cet enfant. Cela brisa quelque chose en lui. Il gémit bas, tremblant. Il y gloussa, pressant son visage plus près. Toutou gentil !» Laura s'arrêta, figée à mi-chemin dans la rue, ayant peur de bouger, ayant peur de crier à nouveau. Sa voix se brisa. « Élie, non !» Bruno leva les yeux vers elle. Leurs regards se rencontrèrent. Et ce qu'elle vit n'était pas de la rage, c'était de l'épuisement, du chagrin et quelque chose de douloureusement humain. Il lécha la joue du garçon une fois, puis tourna légèrement la tête, sa lourde patte atterrissant doucement sur la balle bleue, comme si elle la protégeait. Puis un éclair, le vrombissement de roues de vélo arrivant vite par derrière. Le cycliste cria « Bougez !» Le garçon n'entendit pas. Bruno si. Avec un grondement venu du plus profond de lui, il bondit en avant, poussant Élie en arrière, juste au moment où le vélo dévia, les manquant de quelques centimètres. Le vélo bascula, le cycliste tomba, jurant. L'enfant atterrit sur l'herbe, indemne, les yeux écarquillés. La poitrine de Bruno se soulevait, sa respiration haletante. Laura les rejoignit, tombant à genoux. Elle prit Élie dans ses bras, tremblante. « Mon Dieu, tu vas bien ?» Élie hocha la tête, pointant du doigt. « Toutou m'a sauvé !» Elle se tourna vers Bruno. Le chien était allongé immobile, haletant fort, ses yeux fatigués mais calmes. Les gens se rassemblèrent, chuchotant. Un homme marmonna. « C'est le bulldog du refuge, non? Celui qui a mordu quelqu'un ?» Un autre répondit doucement. « Il n'avait pas l'air de mordre qui que ce soit aujourd'hui. » Maya arriva en courant quelques instants plus tard, le visage pâle. « Bruno,
haleta-t-elle, en se genouillant à côté de lui. Laura leva les yeux, les larmes striaient son visage. « Il a protégé mon fils !» La voix de Maya se brisa. « Il essaie toujours, même quand il a peur. » Un vétérinaire qui vivait à proximité s'approcha, examinant Bruno doucement. « Il va bien, juste essoufflé. Il n'a probablement pas couru comme ça depuis longtemps. » Il fit une pause, étudiant la médaille du chien. « Ce collier appartenait à son ancien propriétaire, n'est-ce pas, Derek ?» Le souffle de Laura se coinça. Derek. Le nom racla à travers sa mémoire. Elle se souvint du rapport de police. Le conducteur qui avait tué son mari. Derek Lawson. Maya semblait confuse. « Vous le connaissiez ?» Laura avala difficilement. « C'est lui qui a percuté mon mari l'année dernière. » Sa voix se brisa. « Vous me dites que ce chien lui appartenait ?» Le silence tomba. Même la brise semblait s'arrêter. La tête de Bruno s'abaissa, les yeux mi-clos. Il émit un petit son là, mi-soupir, mi-excuse. Laura le fixa longtemps. Elle attendait de ressentir de la rage, du dégoût, quelque chose d'ombre, mais au lieu de cela, elle ressentit une étrange attraction dans sa poitrine. Le même regard qu'elle avait vu dans le miroir pendant des mois. Perte, culpabilité, solitude. Elle tendit la main lentement, les doigts tremblants, et toucha sa tête. « Tu ne l'as pas fait, » chuchota-t-elle. « Tu as juste survécu. » Bruno cligna des yeux, se penchant dans sa main. Ellie se tortilla de ses bras et rampa à côté de lui, posant sa minuscule main sur la patte du chien. « Toutou, ça va ?» demanda-t-il doucement. Bruno lécha sa main. Ce soir-là, les trois s'assirent sur l'herbe pendant que le soleil tombait derrière les toits. Les voisins jetèrent un coup d'œil à travers les fenêtres, mais ne parlèrent pas. Laura s'en fichait. Elle regarda son fils rire pour la première fois en presque 1 an, lançant la balle bleue, et le chien, celui qu'on disait dangereux, la roulant doucement en retour. Maya se tenait tranquillement à côté, des larmes brillant dans ses yeux. « Peut-être qu'il a trouvé ce qu'il cherchait, » dit-elle. Laura hocha la tête. « Peut-être que nous tous l'avons trouvé. » Alors que la dernière lumière s'estompait, Bruno s'allongea à côté d'Ellie, leurs fronts se touchant comme ce premier moment, celui qui arrêta le monde. Et pour la première fois depuis l'accident, Laura sentit la paix s'installer. Pas le pardon, pas encore, mais quelque chose qui s'en approchait. Parfois, la guérison vient déguisée, sous la forme d'un chien cicatrisé, d'un enfant courageux et du silence entre eux qui parle plus fort que n'importe quelle prière. Car parfois, ce sont les cœurs les plus brisés qui sauvent ceux qui en ont le plus besoin. On disait que le chien était dangereux, que ses yeux portaient la marque d'une violence ancienne, que quelque chose en lui s'était brisé à jamais. Mais personne ne demandait jamais ce qu'on lui avait fait avant, ce qu'il avait vu, ce qu'il avait perdu. Bruno n'était pas né pour faire mal, il était né pour survivre. Le vent d'hiver mordait la peau lorsque Bruno vint au monde dans une arrière-cour encombrée derrière un garage mécanique. Il était le dernier d'une portée de 5 chiots qui survécurent à peine à leur premier hiver. Son premier souvenir n'était pas celui de la chaleur maternelle, mais celui des cris, des bottes martelant le sol gelé, du métal qui claque contre le béton. Il grandit en apprenant que la nourriture signifiait combat et que l'amour signifiait silence. Ses frères et sœurs furent vendus un à un, emportés dans des bras inconnus vers des destins qu'ils ne connaîtraient jamais. Bruno resta, trop massif, trop taciturne, trop têtu. Le propriétaire du garage finit par le donner à son cousin,
un homme nommé Derek, un homme qui aimait la bière plus que son propre reflet dans le miroir. Pendant la première année, Bruno vécut enchaîné à un poteau rouillé derrière la maison de Derek. Pluie, gel, canicule, peu importe. Parfois, des enfants lançaient des pierres par-dessus la clôture juste pour le voir aboyer. Et il aboyait, non pas parce qu'il le voulait, mais parce que personne n'écoutait autrement. Une nuit, les cris commencèrent à l'intérieur de la maison. La femme de Derek hurla quelque chose à propos de partir. Une porte claqua. Puis vint le rugissement d'un moteur, le crissement des pneus, le silence qui suit les catastrophes. Bruno aboya jusqu'à ce que sa gorge se déchire. Le lendemain matin, Derek ne revint pas avec elle. Mais il revint avec des yeux injectés de sang et des mains qui sentaient le whisky et le caoutchouc brûlé. Après cette nuit-là, tout changea. La chaîne devint plus courte, les coups plus durs. Et Bruno apprit à cacher sa douleur dans le silence. Il cessa d'aboyer. Il cessa d'attendre quoi que ce soit de bon. Des mois plus tard, Derek partit travailler un matin, trébuchant comme toujours. Il ne rentra jamais. Cette nuit-là, les voitures de police s'arrêtèrent devant la maison. Les voisins chuchotèrent. « Délit de fuite, quelqu'un est mort, le conducteur aussi !» Bruno attendit derrière la clôture pendant 2 jours, sans nourriture, sans eau. Le bruit des sirènes s'estompa, l'odeur d'essence resta suspendue dans l'air, comme un fantôme.